J'avais 3 mamans, je suis le 19e et j'ai un petit frère. En fait, dès le départ, pour moi, quand j'arrive, je défonce tout. En temps, j'ai l'impression de tout perdre. Tu es là et tu vois que ton monde est en train de s'écouler. Et l'école, ça n'allait plus. Je passe de premier de la classe à dernier. C'est chaud. Boutiquier aussi ne voulait plus donner crédit. Non, voilà. C'était quoi le premier son que vous avez enregistré? Aime tout, moi. Je vais pas... Ma famille est très religieuse. À la base, personne n'était d'accord avec moi. C'était chaud, hein. Être artiste aussi, c'est vrai, c'est être une étoile, mais c'est aussi reconnaître qu'on est une poubelle où chacun peut venir verser sa merde. Je vivais carrément une dépression. C'était les moments les plus difficiles de ma vie. C'est dans ça aussi que j'ai découvert le bon côté d'être aussi populaire. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire que vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit. Parce que moi, je pense que si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le réaliser. J'ai d'abord pris la peine de regarder 5 artistes burkinabés qui marchent. J'ai regardé 5 auteurs que je trouve très talentueux qui marchent pas. Et j'ai appris de ces 10-là. J'ai envie de parler de votre style. Bonjour à tous et bienvenue sur Parcours Atypique. Mon invité d'aujourd'hui est une figure emblématique de la musique burkinabé contemporain. Il est devenu au fil des années une voix incontournable de toute une génération, un symbole d'audace et de persévérance. Koundé de la révélation, Koundé d'or, artiste de l'année au PAMA, personnalité culturelle de l'année. Il a rempli le palais des sports, puis le stade municipal devant plus de 35 000 personnes. Mais au-delà des chiffres et des distinctions, se cache une histoire, une enfance, des obstacles, des choix, un homme tout simplement. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur Hamza Ghanem à l'état civil. Hamzi pour nous, les fans. Bonjour Hamzi, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un réel privilège pour moi de vous accueillir sur Parcours Atypique. Bonjour Namketa et salut tout le monde. Merci déjà pour l'invitation. Non, c'est Ça fait plaisir d'être là. C'est moi qui vous remercie pour la présence. Tout le monde sait que je suis grande fan d'Hamzi et c'est vraiment réel pour moi de vous avoir. Je suis sûre que c'est aussi un plaisir pour mes fans de vous entendre, de découvrir l'homme qui se cache derrière ce succès fulgurant qu'on connaît. Je suis excited, comme on le dit, d'entendre ce que vous avez à partager avec nos téléspectateurs et nos auditeurs. Est-ce qu'il y a de quoi être excited? Absolument. Non, on verra bien. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, de parcourir votre parcours, vous êtes en train de préparer une tournée aux États-Unis. 2 dates. Nous sommes ici déjà, au four et au moulin. On se prépare déjà à accueillir Hamzi à New York, puis dans l'Ohio. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se prépare et qu'est-ce que vos fans, qu'est-ce que vous préparez pour vos fans? Déjà, on se prépare. Je commence à répéter pour le concert live à New York. Mais il faut rappeler que c'est aussi 5 États. Et l'étape suivante, c'est dans le Ohio à Cincinnati. Ça se prépare bien, et je prépare toujours un spectacle comme j'ai l'habitude de le faire. Plein d'émotions et voilà, on verra. Je suis très émotionnel, donc j'essaie de projeter mes émotions. Et on verra, ça sera super bien. On va rappeler à tous que le concert live sur New York, c'est le samedi 30 août. Donc, je suis sûre que les tickets seront bientôt sold out. Donc, ceux qui sont intéressés, il faut qu'ils s'apprêtent et qu'ils se hâtent parce que partout où vous essayez, hein, c'est toujours le sold out, c'est toujours des salles pleines à craquer. Donc, on n'attend pas moins que ça à New York. Ah, c'est comme on dit, hein, hâtez-vous. Elle a déjà tout dit. Hâtez-vous, prenez les tickets et ne le regrettez pas. Absolument. Quand il y aura plus de place. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre enfance avant de devenir Hamzi emblématique que nous connaissons aujourd'hui, qui se cache derrière cette figure-là? Comment est-ce que vous avez grandi? À quoi ressemblait l'univers familial dans lequel vous avez évolué? Et quels étaient vos rêves de petit enfant à l'époque?
Euh, Déjà, je viens d'une grande famille nombreuse, d'un père polygame. J'avais trois mamans et je suis le 19e et j'ai un petit frère. 19e? Ouais, et j'ai un petit frère. Waouh! Alors là, c'était quoi l'ambiance avec autant d'enfants et de... Déjà, je suis né de trouver qu'il y a d'autres grandes sœurs qui se sont déjà mariées et tout, qui n'étaient pas à la maison et autres. Mais voilà, on était vraiment nombreux à la maison, donc c'est vraiment la vie familiale. Déjà dans la maison, c'était comme si on était dans un petit village. Et donc, j'ai appris à vivre avec des gens. Mais voilà, j'étais vraiment un solitaire et je ressemblais à personne d'autre dans la famille. Comment ça? Parce que je trouvais tout simplement qu'on était différents. On était différents. Et à ce moment, l'enfance, il n'y avait pas vraiment de rêve. Hein. Moi, tout ce que je faisais, c'est faire plaisir à papa. Et c'est mon héros. Et voilà, je le suivais. Lui, il était tailleur, ensuite commerçant. Et moi, quand je quittais l'école, je partais au marché et j'aidais à vendre ces articles-là. Ah bon? C'était quel C'est un peu marché? comme C'était ça que quels articles? le grand marché, c'était le grand marché de Ouagadougou. Ensuite, il est revenu au quartier quand le marché a pris feu entre-temps. Il est revenu au quartier. Et voilà, c'était un peu comme ça. Mon enfant aussi s'est débrouillé pour me mettre à l'aise. Et je vais dire, je ne viens pas d'une famille riche, mais quand papa était là, il m'a jamais laissé sentir que il était pauvre. Quand j'étais enfant, j'avais l'impression que papa avait tout, tout. Et je me rappelle bien que quand j'avais eu mon CP, c'est là que j'ai commencé à savoir que ça n'allait pas parce que j'ai vu parler avec quelqu'un pour me payer un vélo. Je l'ai vu essayer de prêter de l'argent pour me payer un vélo et tout. Tellement il était fier et tout. Et ensuite, il n'était plus quand j'étais en quatrième. Et c'est là que j'ai été désorienté un peu, puisque tout ce que je faisais, c'était faire ce qu'il attendait de moi et tout. Il était imam, donc j'étais un bon musulman et je suivais le truc. Il voulait que je sois à l'école, j'étais un bon élève et maintenant il n'est plus là. Je savais plus quoi faire. Donc c'est là que j'ai connu la rue. Et c'est dans la rue que j'ai connu le rap en fait. Et voilà. Est-ce que cette partie douloureuse et difficile de votre vie, perdre votre père, c'est une tragédie pour toute personne, quel que soit l'âge et encore que vous étiez adolescent. Vous décrivez ce moment-là comme vous avez été un peu dispersé, un peu perdu. Est-ce qu'à quelque part, ce n'était pas aussi le déclic pour retrouver qui vous êtes vraiment? Parce que quand vous décrivez que jusque-là, il fallait plaire au papa, il fallait faire ce qu'il dit, il fallait l'aider dans son commerce, il fallait être bon élève, il fallait être bon musulman et tout ça. Est-ce qu'en ce moment-là, vous sentiez à l'intérieur de vous qu'il y avait autre chose qui vous appelait? Bon, franchement dit, en ce moment, je sentais pas grand-chose. Je me sentais juste différent. Je me sentais juste différent et quoi que je fasse, je ressemblais pas aux autres parce que je ne comprenais pas tout le monde et tout le monde me comprenait pas et bon, ce qui faisait que j'étais renfermé dans mon coin, je faisais ce qu'on me demandait de faire et voilà. Et c'était ça. Et j'avoue aussi que après le décès de papa, c'est moi j'ai fait chier la famille maintenant, si je peux le dire. Parce que tout ce qui était interdit, c'est ce que j'essayais de faire et tout. Bah. Et dans ça, j'ai découvert le rap qui m'a aidé vraiment à me canaliser, à, à voir la vie différemment et tout. Quand, quand, Et quand vous dites que vous êtes retrouvé dans la rue, est-ce que c'était un choix parce que vous aviez besoin de cette liberté-là ou est-ce qu'il y a eu des contraintes financières après le départ de papa? déjà, c'était un choix. C'était un choix puisque il y avait cette vie-là de banditisme qui nous attirait et tout, un peu quand tu Un es petit gangsta. adolescent et autres. Voilà, la vie de gangsta. Et après,
Et l'école, ça ne marchait plus, ça n'allait plus. Je passe de premier de la classe à dernier. Et bah, c'était chaud. J'ai fait le BPC 3 fois déjà, Wow. ce qui étonne tout le monde. Et la famille a dit, bah, s'il ne veut pas fréquenter, on ne paie plus. C'est tout. S'il ne veut pas étudier, on ne va plus payer. Et voilà, je pense que la dernière scolarité, c'est moi-même je l'ai payé en faisant des petits boulots de gauche à droite. Et ensuite, on était à l'école, on voulait grandir trop vite. On voyait des gens qui n'étaient pas à l'école qui payaient des petites choses que nous, on n'avait pas. Et on était pressé d'avoir notre propre argent à nous et tout. Alors, je l'ai quitté. J'ai fini par quitter l'école. Et j'étais devenu quelqu'un qui était là seulement, qui faisait ce qu'il a trouvé, un petit boulot, menuiserie, maçonnerie, manœuvrage, je vais dire, et tout. Et voilà. Je suis abasourdie parce que c'est peut-être pas la partie de l'histoire qu'on entend le plus souvent. Ces petits boulots-là, ça s'est passé à partir de l'époque où vous avez quitté l'école et que vous vous êtes retrouvé dans la rue, entre guillemets, si on peut le dire, puisque vous avez toujours votre famille qui était là. À quel moment est-ce que la musique entre dans votre vie, dans ce chemin-là, entre les petits boulots, entre la vie de la rue et les difficultés avec la famille? Comment est-ce que vous avez dit que c'est là que vous avez découvert le rap? Comment est-ce que le rap s'est ouvert à vous? Comment est-ce que vous avez découvert le rap? La musique est rentrée dans ma vie à partir du retour de mon grand frère Sai Barganem, qu'on appelle Koro Sai. Lui, il était en Côte d'Ivoire et il est venu avec des disques où il y avait des beats, des instrumentaux, où il y avait aussi ce qu'ils ont fait en groupe en Côte d'Ivoire là-bas. Et voilà, moi, ça m'a donné envie de faire ça aussi. Ça m'a donné envie de faire ça et j'ai commencé vraiment à vouloir écrire des textes. On écrivait des trucs ensemble et voilà. Et il y a eu les sound systems, il y a eu les groupes. On avait un groupe qu'on appelait B11. Puisque Koro trouvait que si lui se met derrière moi, parce qu'il se sentait déjà coupable de le fait que moi j'ai arrêté l'école et tout, il veut pas qu'on dise que c'est lui qui est en train de me mener à perdre le nord. Voilà. Donc il voulait plus que je continue. Et bon, c'est là que j'ai eu le groupe maintenant B11. Là où il y avait Shadow, Papstar et autres. Et là, on a commencé à faire les sound systems et tout. Et c'est en 2015 qu'on a pu enregistrer moi-même en solo. C'était quoi le premier son que vous avez enregistré? M. Touma. Je vais pas... Au vrai de nom. M. Touma, c'est censuré déjà même par la famille. Yeah, wow. C'est censuré. C'est quoi le thème? Le thème parlait de ce que les gens faisaient de pas bien, mais juste l'appellation de ces actions. C'est des, voilà. C'est pas pour les enfants. C'est des injures. Voilà, c'est pas pour les enfants, c'est des injures, des gros mots. Et je pense que c'est ça qui a fait que je me suis fait découvrir un peu, même si je l'avais fait à l'anonymat. On connaissait la voix, mais on savait pas, il n'y avait pas d'image derrière la chanson. Le nom y était, mais il n'y avait pas d'image derrière la chanson. On se demandait c'était qui. Mais sans médias, sans rien, ça a déjà pris partout et tout. Et ensuite, quand je suis revenu avec d'autres chansons comme Ton l'énervé, les gens ont fait le rapprochement facilement et voilà. C'est l'une de mes préférées, Ton l'énervé. Ah, ok. Je crois que je l'ai découvert sur YouTube. En ce moment, je pense pas que je connaissais. Je crois que c'est avec celle-là que je vous ai découvert. J'ai dit, mais c'est ingénieux. Ça sort des normes un peu et puis c'est interpellateur. Mais est-ce que jusque-là, vous voyez la musique comme une potentielle carrière ou c'était un passe-temps, c'était pour vous défouler? Et à côté, qu'est-ce que vous faisiez pour vous supporter financièrement? À l'époque, je voyais déjà la musique comme une carrière. Et puis, je travaillais beaucoup. Je travaillais beaucoup dans la musique, le rap. J'écrivais beaucoup, on répétait beaucoup avec des instruments qu'on télécharge. Quand on arrive dans le groupe comme ça,
on peut télécharger au moins 100 instrumentaux et puis on les joue en boucle. Chacun est là, il écrit, il essaie de poser et tout. Donc, c'est ça le travail, c'est ça le boulot. Et après, j'ai pas trouvé du temps pour faire autre chose vraiment. Et c'est ce qui faisait que c'était compliqué puisque ça me rapportait pas déjà, j'étais pas encore sorti et tout. Donc, c'était compliqué. Donc, tu te réveilles le matin, tu te poses la question, où est-ce que je vais pouvoir manger déjà? Parce que en famille, comme les gens ont commencé à travailler déjà, tout le monde sort le matin, c'est la nuit c'est le dîner qui est servi. Alors, le petit-déj, le déjeuner, il faut se débrouiller et tout, puisque tu as refusé d'aller à l'école, voilà. Débrouille-toi, tu vois. Donc, c'était chaud, hein, c'était chaud. Boutiquier aussi ne voulait plus donner crédit. Non, voilà. Et comment est-ce que la famille a réagi? Vu qu'ils ont dit, s'il veut pas l'école, on va plus payer. J'imagine qu'à un moment donné, ils ont vu que bon, c'est peut-être quelqu'un qui a pris, voilà, le chemin de, disons, la voyoucratie et tout. Mais une fois que vous avez découvert votre passion pour la musique et qu'ils ont vu, en réalité, non, il a laissé l'école, mais en fait, il a une autre passion, il a d'autres rêves et tout ça. Est-ce qu'ils vous ont accompagné? Comment est-ce qu'ils ont accueilli, cette nouvelle? Non, ma famille est très, très religieuse et apparemment, la musique ne doit pas faire partie de notre famille. À la base, personne n'était d'accord avec moi. Et l'essentiel pour moi, c'était de convaincre la maman de me laisser continuer. Et ça n'a pas été facile. Je me suis fait aider par Korosai déjà, parce que c'était le seul qui était d'accord pour ça. Je les en veux pas parce que je pense que c'était pour mon bien. Ils voulaient pas que je fasse ça parce que pour eux, c'était pas bien pour moi. C'était quelque chose de pas bien vraiment pour que peut-être même il y a d'autres même qui trouvent ça diabolique et tout. Et pour moi, c'est eux qui comprennent pas. Donc, et comme c'est une passion, j'avais pas le choix. Soit je le faisais, soit je ne serais jamais heureux, quoi. Est-ce qu'à quelque part, il y a eu un conflit interne entre ce que vous voulez faire et cette éducation stricte, justement, religieuse qu'on vous a donnée? Est-ce que souvent la mémoire du père, il y avait un conflit qui se dit, est-ce que je sais le Jusque-là, il y a ce conflit interne. Franchement, il y a des moments où je me dis, est-ce que je suis dans le bon chemin? Tu vois, et quand tu as reçu une éducation aussi, après, tu pourrais comprendre autre chose, ajouter, mais en fait, en toi, il y a quelque chose qui te dit peut-être que tu n'es pas sur le bon chemin. Et c'est pourquoi j'essaie toujours de faire de ce qu'on appelle des choses positives pour combler. J'essaie toujours de faire des bonnes choses, d'être une bonne personne, que beaucoup plus de personnes puissent compter sur moi, être le plus utile possible. En me disant que voilà, si j'ai un talent, si j'ai une popularité et que je serve ma société, c'est ce que normalement le bon Dieu aimerait. Parce que quand on dit le Dieu, il est amour, et moi, si je ne partage que de l'amour autour de moi, autour de ma musique et tout, pourquoi il me condamnerait? Voilà. Quand vous dites qu'il y a toujours ce conflit-là, est-ce qu'il s'agit de la musique en elle-même qui ne serait peut-être pas compatible avec la religion, ou est-ce que c'est l'univers du showbiz avec tout ce qui entoure? Je dirais l'univers du showbiz. Je dois faire attention pour ne pas tomber sur certaines choses, une certaine vie, entre guillemets, voilà, une certaine vie de débauche et autres, parce que souvent on est tenté, le monde de la nuit et autres. Et voilà. Et quand je pense à papa, je me dis, est-ce que s'il était vraiment là, est-ce que je pourrais faire la musique? Ou peut-être que là où il est, il me voit et il est fier de moi et tout. Bah, jusqu'à là, on n'a pas encore eu beaucoup de bad buzz, Damzy. On vous a pas attrapé dans des situations embarrassantes. Donc, je peux dire que ça n'arrivera jamais. J'espère bien que ça n'arrivera jamais. Yeah. Voilà.
En tout cas, je pense que papa est fier là où il est. Ça, c'est mon opinion personnelle. Parce que Inch'Allah, si tout je le le pense Burkina aussi. est fier de vous et que dans votre comportement, voilà, on peut pas nier votre talent, mais en même temps dans le comportement de l'homme qui est aussi l'artiste, on ne voit pas vraiment quelque chose de voilà, de déplorable. Je pense que on fait de mal à personne, on donne la joie à nous autres, à des millions de personnes. Il y a que du positif dans ça. Donc, vous pouvez être fiers de vous. Ah, merci. Ça fait chaud au cœur. Du coup, quand vous produisez les premiers sons, on commence à vous connaître, mais pas vraiment. On dit souvent que le showbiz au Burkina, c'est compliqué, c'est difficile d'avoir des sponsors, c'est difficile d'avoir des producteurs et tout. Comment ça s'est passé pour vous jusqu'à ce que vous arrivez à un certain niveau dans le showbiz, au début en tant qu'artiste musicien qui essaie de se frayer le chemin? Quelles sont les personnes qui vous ont accompagné? C'est quoi les difficultés et comment vous êtes en sortie? C'est quoi le secret? Si on peut appeler ça de la chance, j'ai eu de la chance aussi, ça je vais pas le nier, d'être repéré par Destiny Prod, piloté par Tidiane Ouedraogo. Mais avant, j'avais déjà de la chance d'avoir Shadow qui connaît un arrangement et qui s'est débrouillé pour avoir un studio d'enregistrement chez lui. Et on faisait les sons là-bas. Et j'ai commencé à faire des sorties à solo en attendant les études des autres éléments du groupe. Voilà, c'était moi qui n'étais pas à l'école, mais les autres étaient à l'école. Et comme il y avait les examens, les bacs et autres, euh, moi, je faisais des sorties en solo en les attendant. Voilà. Et c'est au bout de troisième chanson que Destiny Prod est tombé sur mes œuvres et ils s'étaient intéressés et ils ont décidé de m'accompagner. Et, et c'est de là qu'ils ont commencé à clipper Ton l'énervé, Je cours comme Nakulma, jusqu'à Bienvenue à Ouaga pour que ça soit vraiment voilà, l'artiste officiellement reconnu par le Burkina Faso et tout. Voilà. On ne peut pas parler de Bienvenue à Ouaga comme ça en flash. Il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête. C'est cette chanson-là qui a cartonné, qui a résonné dans les quatre coins du monde. C'est quoi l'histoire de Bienvenue à Ouaga? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Est-ce que vous vous attendiez à ce succès-là? Bienvenue à Ouaga, pas vraiment. J'avais déjà un album fini et l'inspiration m'est venue quand j'étais assis avec des amis pas burkinabés, des amis étrangers au grain. Et puis il y avait un taxi moto un peu vraiment qu'on devait réviser qui passait, qui faisait du bruit. Et l'étranger dit, eh, mais c'est quoi ça? C'est là je lui disais, bienvenue à Ouaga. Ce qui se passe à Ouaga. Et c'est là, quelqu'un m'a dit, tiens, tu peux en faire une chanson. Et j'ai dit, oui, c'est vrai. Et comme c'est ça qui était là, c'est ça qui est venu en tête. Taxi, moto qui part, pour, koyo, koyo. Et c'est de là que j'ai commencé à penser à autre chose maintenant pour rimer et avoir une cohésion. Et voilà. Et la chanson est sortie. J'ai voulu peindre à Ouaga en noir et en blanc et en couleur en plus pour parler un peu, magnifier la ville, mais parler un peu de ses défauts et envoyer un peu de petit pic aussi à certaines personnes de Ouaga, à certains comportements. Et voilà, la chanson, on l'a finie et on allait sortir l'album sans parce que il y a d'autres. What? Oui, on allait sortir l'album sans parce que il y a certains éléments du groupe qui n'étaient pas fans de la chanson. Et c'est le seul d'ailleurs qui est un hit que c'est moi-même j'ai insisté pour que ça sorte. Sinon le reste c'est souvent ce que je n'aime pas vraiment bien qu'ils prennent. Mais bienvenue à Ouaga, moi j'aimais beaucoup avant la sortie. Et c'est le Et succès total. quand c'est sorti, c'est ça que les gens ont choisi. Et Absolument. c'est ça qu'on a été obligé de clipper après. Parce qu'on en demandait trop. Et je pense que c'est la chanson qui m'a à peu près fait. Absolument. Je vais dire ça. Je vais parler un peu de votre relation avec Destiny, qui est visiblement très très forte. C'est quoi le conseil
pour d'autres artistes qui espèrent peut-être être accompagnés par des maisons sérieuses pour structurer leur carrière. On voit souvent que certaines personnes ont le talent, mais pour une raison ou pour une autre, ils n'arrivent pas peut-être à proposer ce qui est peut-être marketable. Et c'est peut-être pour ça aussi le souci. Comment ça se passe la collaboration? Comment est-ce qu'on travaille avec une maison de prod de telle sorte que voilà, c'est un partenariat gagnant-gagnant sur le long terme et voilà, comment ça se passe et les conseils aux autres qui aimeraient faire la même chose. Bon, moi, je ne pense pas que notre truc peut être peut-être un exemple, puisque c'est assez particulier, parce que nous, c'est pas seulement business, c'est un peu comme une famille, et ça fait qu'on arrive à traverser tout ensemble. C'est le côté positif de la chose. Mais vu que tout le monde ne voit pas les mêmes choses de la même manière, les gens ne veulent pas mettre les sentiments dans le business et tout. C'est souvent compliqué. Mais moi, si j'ai un conseil à donner, je dirais, dans ce métier, c'est plus émotion que business. En fait, la musique, c'est plus ça. C'est plus émotion. Jusqu'où tu veux arriver, avec qui tu veux parler, les messages que tu as à donner, le public que tu veux toucher. C'est avec qui tu travailles, quelle énergie tu veux partager. Parce que tout ça, ça compte. Si tu ne vois seulement que l'argent, dès le départ, vous n'allez pas vous entendre. Et déjà, quand tu veux collaborer avec quelqu'un, rassure-toi qu'il a la même vision que toi. Moi, ma vision, c'était pouvoir apporter quelque chose dans la culture burkinabé. Et j'ai vu que la production aussi avait cette ambition-là de pouvoir dire, on l'a fait, on a créé ça, tout ça avant le côté business, avant le côté argent. Et je me suis dit, voilà, quelqu'un qui réfléchit comme moi, qui pense comme moi, qui a besoin d'apporter quelque chose, on peut aller ensemble. Et il faut avoir toujours quelque chose en commun pour pouvoir travailler, pas seulement la musique, mais ce que vous voulez faire avec votre musique. Si ça, vous ne vous accordez pas, ça va être compliqué. C'est bien dit. L'authenticité, ça paye, hein. Même si c'est pas forcément le but premier. Euh, Quand on se donne vraiment parce qu'on aime la chose, parce qu'on a un idéal, on croit à quelque chose, ça se ressent aussi sur les œuvres. C'est quoi vos plus belles expériences avec Destiny? Mes plus belles expériences, c'est les défis qu'on a pu ensemble se poser et relever. On avait l'organisation déjà du premier grand concert à Ouaga, au Palais des Sports, où c'était difficile à travers la salle, comment dompter la salle. C'est pas une salle qu'on utilise très souvent pour un concert. C'était la première fois. Est-ce que les gens vont venir vers là-bas puisqu'ils n'ont pas l'habitude? Et déjà, est-ce que l'insonorisation de la salle, ça serait facile et tout? En fait, c'est ce genre de défi qu'on se donne entre nous et on s'est dit, il faut qu'on le fasse, donner l'exemple pour que d'autres fassent. C'est ça les belles expériences qu'on a, quoi. Et franchement, le truc, souvent d'autres choses qui sont dans les coulisses que les gens ne voient pas, quand on se partage des moments de joie en jouant à la PlayStation en groupe, en équipe, mon producteur et moi ou tout, c'est ça les belles expériences qu'on a. Et comme je disais, bah, cette authenticité-là dans la relation, ça se ressent aussi sur le travail que nous, on consomme à la fin. Dès le premier album, dès les premières sorties, c'est succès phénoménal, succès voilà, national et même au-delà. Comment est-ce que vous avez vécu ça quand vous vous êtes rendu compte qu'en réalité, waouh, actuellement, mais en fait, je suis célèbre, les gens m'aiment, les gens adorent ce que je fais, je suis devenue une star. Comment est-ce que vous avez voilà, comment est-ce que vous avez vécu cette nouvelle stature là dans la société? C'est aussi une responsabilité, ça vient avec des attentes. Comment est-ce qu'on vous voit? Comment est-ce que vous devez vous tenir? Comment est-ce que vous avez vécu cette célébrité là? Je vais pas être, je vais être peut-être prétentieux, mais quand ça arrivait, je trouvais ça comme la norme. Parce que moi, je ne disais pas si ça arrive. Moi,
dès la base, déjà, je dis, quand ça va arriver, déjà, il faut que je sois comme ça, comme ça, comme ça. Et j'avais tellement confiance en moi, une confiance débordante, qui revenait comme si c'était même de l'ego. Donc, quand c'est arrivé, ça devait arriver, et voilà, c'est arrivé. Donc, je savais déjà comment me comporter. Parce que déjà, je me disais, quand ça va arriver, il faut pas que ça te prenne la tête et tout. Et en plus, ce que j'espère n'est pas encore arrivé, hein, ça viendra. Ça viendra avec le temps, et voilà. Mais il y a quand même des surprises qui fait que tu peux être désorienté après. Puisque les gens te voient autrement maintenant et tout ce que tu fais est jugé. Et moi qui suis quelqu'un d'assez je m'en foutisse, je découvre que là je ne peux plus être comme ça et c'était difficile à vivre, je pouvais plus faire ce que je voulais et tout parce qu'on me remarque, on me regarde. Je pouvais plus vivre ma vie tranquille, ma vie de solitaire tranquille, c'était compliqué. Et j'ai appris maintenant à réinventer une autre personne pour m'ajouter. Et je pense que j'adore mieux cette personne plus connectée aux autres, plus d'amour, plus de partage, sortir, partager des idées, essayer de partager des zones positives et apprendre beaucoup des autres. Je préfère ce Hamza-là. Et voilà. Et Hamzi m'a donné une autre image que j'aime bien, que je connaissais pas avant. Voilà. J'adore la première réponse, hein. Je m'y attendais. C'était pas une histoire de si ça va arriver, c'est une histoire de quand ça va arriver. C'est un peu surprenant parce que c'est pas notre habitude. Et moi, je pense que ça témoigne du pouvoir, voilà, de croire en soi, de la pensée positive, de se dire que c'est pour moi et je vais l'avoir, coûte que coûte, vaille que vaille. Et toute personne qui a eu cette attitude-là dans la vie a vu accomplir, voilà, ses désirs et ses ambitions. Donc, bravo à vous. Mais est-ce que honnêtement, à un moment donné, il y a quand même pas eu des périodes où on avait des petits doutes quand au début ça n'allait pas, peut-être avant de signer avec votre maison de prod? Est-ce qu'au départ, quand vous essayez d'écrire des sons, mais que ça ne rapportait rien financièrement et qu'il fallait à la maison, mais qu'il n'y avait pas de petit déjeuner et tout ça, est-ce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas demandé est-ce que c'est le bon chemin finalement? Est-ce que c'est ça? Vous avez toujours été aussi zen que vous le dites? Mais tout c'était pas est-ce qu'il y aura un succès ici. Et ce petit succès que j'ai eu, j'ai jamais douté. Mais le doute c'était est-ce que c'était vraiment un bon chemin pour moi? Est-ce que cette vie est faite pour moi? Et ces doutes même arrivent dans le présent. Ces doutes arrivent dans le présent où je me dis est-ce que je vais y arriver là où je parle au monde entier pour le Burkina Faso. Ces doutes arrivent maintenant parce que c'est plus difficile que je croyais. En fait, dès le départ, pour moi, quand j'arrive, je défonce tout. Il n'y a rien à faire et tout. J'avais jamais douté de ce Hamzi du Burkina Faso où tout le monde en parle. Tout le monde au Burkina parle. Maintenant, j'arrive au niveau où je veux que le monde entier parle. Et là, j'ai des doutes. Franchement, je vais pas mentir. J'ai des doutes parce que je pensais que ça allait être plus facile que ça. Mais non, je me suis trompé. C'est difficile. C'est encore plus difficile que je pensais. Et il faut que je réapprenne à me mettre dans le bain de la nouvelle réalité. Et pas la nouvelle réalité, de la vraie réalité, de la réalité vraiment, parce que j'étais pas dans la réalité. Et maintenant que je suis sur le terrain, il faut que je m'adapte. Et c'est sur ça que je suis. Voilà. Qu'est-ce que vous avez découvert dans cette réalité-là de vous imposer à l'international qui fait que vous semblez dépasser par les événements? C'est quoi les grandes difficultés que vous rencontrez? On est dans un dilemme. Tu sais, avant de pouvoir avoir ce petit succès au Burkina Faso, j'ai d'abord pris la peine de regarder 5 artistes burkinabés qui marchent. Et
j'ai regardé 5 auteurs que je trouve très très talentueux qui marchent pas. Et j'ai appris de ces 10 là. Je me suis dit, voilà, ceux qui marchent là, ils font ça, que ceux qui marchent pas là ne font pas. Donc je dois faire ça. Et j'ai essayé de combiner. Je trouve que eux là, ils sont forts, mais ça prend pas. Qu'est-ce qu'ils font pas pour que ça prenne? Voilà. Et c'est ça que j'ai fait. Maintenant, dans ça, j'ai remarqué que la plupart du temps, quand tu marches au Burkina, tu fais de la musique pour les Burkinabés. Et ceux qui font de la musique au Burkina pour le monde ne marchent pas au Burkina. Et le problème, aujourd'hui dans le monde, dans le dilemme qu'on a, c'est qu'il faut que tu marches chez toi avant de marcher pour le reste du monde. Alors que, voilà, ceux qui font de la musique pour le monde ne marchent pas au Burkina. Donc, j'essaie de voir comment je fais pour plaire aux Burkinabés et plaire au reste du monde. C'est ça. Et c'est ça le défi actuel. Et je suis en train toujours de rechercher comment imposer déjà ma musique au Burkinabé. Une musique assez internationale au Burkinabé. Est-ce que vous avez cette crainte-là que si vous essayez de diversifier un peu votre style, essayer de l'adapter un peu à ce qui est consommable ailleurs, est-ce que vous serez peut-être taxé d'avoir trahi votre base et d'avoir commencé à faire de la musique qui ne parle plus? C'est pas que j'ai peur, je l'ai déjà vécu. Ah. Je l'ai déjà vécu. À chaque fois que j'essayais de faire une chanson que moi j'estime que ça va parler, que ça va être international, c'est la chanson qui est délaissée ici au Burkina. Et j'ai sorti des albums où j'ai sorti des chansons que je sais que ici au Burkina Faso ça doit prendre. Et des chansons que je me dis si ça tombe aux oreilles de l'international ça va prendre. Et les gens ont toujours choisi les chansons qui sont burkinabés, et purement burkinabés. Et je me suis dit là il faut que j'arrive à joindre les deux. Et c'est dans ça que je suis. Est-ce que c'est un clash de culture aussi? Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas propre au Burkina, mais à certains pays dont peut-être la culture est très très ethnocentrique. Pour certains autres qui arrivent à faire des mélanges de blues, de jazz, d'afro-pop et tout, les Nigérians qu'on aime prendre comme exemple qui font de l'afrobeat de telle sorte à ce que ça parle un peu partout. Est-ce que c'est collectivement on doit réapprendre la musique et comprendre les codes au-delà peut-être de notre petit ethnocentrisme là au Burkina? Est-ce que le public doit être éduqué à être un peu plus ouvert? Je dirais pas éduqué. Le public est vraiment ouvert. Le public burkinabé est vraiment ouvert. Voilà que pourquoi il y a des stars internationaux qui font tabac au Burkina. Juste qu'on nous exige d'être authentique et propre à nous. C'est-à-dire, moi en tant que Burkinabé, je préfère écouter un artiste international ailleurs qui fait de la musique internationale que un gars qui est ici qui ne fait pas de la musique du tiroir. C'est-à-dire qui fait pas de la musique qui me parle à moi. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que si toi tu es burkinabé, que tu le montres vraiment, que ce que tu fais est burkinabé, que la langue est burkinabé ou que le style est burkinabé. C'est ce que je pense que c'est ce que les gens demandent. Donc maintenant la question, est-ce qu'avec ça, on peut créer quelque chose qui va parler aux autres? Bien sûr qu'on le peut, mais il faut qu'il y ait une volonté nationale déjà. Il faut qu'il y ait une volonté de tous les artistes ensemble et je dirais même ministre, du gouvernement, d'imposer notre musique ailleurs. Si on doit faire de la musique traditionnelle ou bien de la musique purement burkinabé, une musique internationale, il faut que ça soit vraiment une question de politique. Il faut que ça soit politique. Sinon, ça va être compliqué. Parce que j'ai vu des exemples que tu as pris, Nigeria et autres. Ça a été le cas avec eux. C'était une volonté politique même d'imposer leur culture au reste du monde. Et si toi, tu veux te lever, être un artiste comme ça et parler au reste du monde, il faut que tu fasses de la musique qui existe déjà
qu'il faut respecter les codes internationaux, les normes internationales et tout. C'est vrai que les gens ne se rendent pas compte que souvent la culture s'impose à coup de lobbying et que des collaborations avec des stars internationales et tout ça, c'est des choses qui sont organisées, qui sont négociées. Il y a de gros coups, il y a, comme vous le disiez, la volonté politique aussi qui arrive à imposer certaines choses. Donc, vivement qu'on en arrive là. Mais je suis un peu curieuse. Quelle est votre analyse, par exemple, d'artistes comme Angélique Kidjo, qui vient d'avoir sa star à Hollywood, son étoile sur le Hall of Fame, qui chante pourtant de la musique authentique africaine dans sa langue avec les sonorités et tout ça. Comment est-ce que elle arrive à exporter tout ça et pourquoi ça ne serait pas possible avec le moré ou avec nos instruments et tout? J'ai jamais dit que ça serait pas possible, hein. C'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Et quand on prend le cas de Angélique Kidjo, c'est la beauté, en fait, de la musique. C'est-à-dire, il y a des choses qui arrivent et que vous n'arrivez pas à expliquer. Il n'y a pas quelque chose qui peut expliquer le fait qu'elle arrive à faire ça tout simplement. Elle le fait, c'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas de, un plan qu'on doit faire pour que ça puisse arriver, puisque l'exemple, elle est la seule. Elle est la seule déjà dans son pays à le faire. Et pourquoi les gens ne prennent pas exemple sur elle pour faire ça? C'est juste que on peut pas expliquer pourquoi elle le fait. Elle le fait, c'est tout. C'est extraordinaire, en fait. C'est extraordinaire. Okay. Bah, j'ai envie de revenir un peu sur les obstacles que vous avez rencontrés, cette fois-ci dans le monde du showbiz. Quand je vous entends parler, quand vous parlez de Hamza et vous parlez de Amzi, j'ai l'impression que c'est deux personnages qui cohabitent. Hamza étant peut-être une personne un peu plus repliée sur elle, peut-être un peu plus casanière, un peu plus introvertie, alors que Amzi, c'est la star qu'on connaît, qui doit être sur le feu des projecteurs et tout. Un, comment vous conciliez ça? Deux, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles que peut-être la carrière de Amzi ou le niveau que Amzi a atteint était peut-être un peu trop lourd pour Hamza de supporter? Je pense que dans ta question, tu as donné ma réponse, hein. C'était lourd de porter. C'était lourd de porter parce que moi, à la base, je suis timide. C'est compliqué à un moment donné de pouvoir répondre aux attentes puisque je suis là et on me demande d'être quelqu'un de très très sociable avec tout le monde, de parler à tout le monde et tout, alors que je suis timide déjà, j'ai peur des gens. Ah bon? Souvent, je mange lever la tête pour regarder, croiser les regards, c'est difficile pour moi. Et j'ai dû apprendre. J'ai dû apprendre à faire ça. Et c'est dans ça aussi que j'ai découvert le bon côté d'être aussi populaire. Mais à la base, c'était vraiment difficile. Et moi, j'ai toujours eu ce problème d'incompréhension depuis longtemps. Et quand tu deviens encore public et que les gens doivent te juger, ça sera encore un problème de plus puisque tu n'es pas compris. Et jusqu'à ce que j'arrive à comprendre que c'est pas à moi de m'expliquer, mais c'est à moi de comprendre. Et je vis mieux depuis que j'ai compris que comprendre les autres revient à être compris, tout simplement. Tous les génies de l'histoire ont été incompris. C'est toujours des gens un peu bizarres dans leur coin que personne ne comprend. C'est pour ça qu'ils font des choses extraordinaires. So far, nous, ça nous convient. Êtes-vous en train de dire que je suis un génie? Maybe. J'ai envie de parler de votre style musical d'abord. Comment est-ce que vous définissez votre style musical? Je vais dire que je fais du Hamzi. C'est quoi que Hamzi concocte? C'est quoi qu'il met ensemble pour nous produire ce qu'il produit là? Je suis un rappeur qui chante. Et dans mes chansons, on reconnaît le côté rappeur. Même quand c'est des mélodies, on reconnaît le côté rappeur. Et déjà, en langue déjà,
la plupart du temps, ce qui rend ça très très burkinabé. Et puisque déjà tourner la langue morée, il y a une certaine spécialité dans la langue qui t'oblige à rester sur un truc bien donné. Donc, c'est le mélange du rap, de l'afro, qui donne Amzi. Donc, je fais du afro-rap. Afro-rap. C'est quoi vos influences? C'est qui, voilà, les grands artistes qui vous ont marqué, de qui vous êtes inspiré, ou simplement que vous admirez? Quand mes influences du début, c'était Faso Combat, Yelen et quelques rappeurs français. Aujourd'hui, je suis plus influencé par des personnes souvent qui ne sont pas les grosses stars mondiales, mais que moi, je suis influencé par exemple, des artistes comme celui qu'on connaît très bien, qui m'influence actuellement même dans sa musique, c'est Omar Lay. Nice. Ouais. Et maintenant, parlons de style vestimentaire. Ça a un peu fait couler beaucoup d'encre. Au départ, les critiques, c'était « Ah, il a besoin d'être un peu plus coaché ». Avec le temps, on se rend compte que Amzi fait exprès souvent pour nous provoquer. Est-ce que Amzi nous sert la Kanye West du Burkina? C'est quoi le message que vous cherchez à passer avec souvent ce style assez excentrique, voilà, hors de ce monde, avec des couleurs, avec des fantaisies? C'est quoi le message pour quelqu'un qui dit qu'il est timide? Est-ce que vous aimez l'attention que ça tire vers vous? Je veux juste m'imposer, tout simplement, parce que j'ai eu assez de complexes dans ma vie. Déjà, je ne suis pas compris, je suis très différent, je veux ressembler aux autres et tout. Et à un moment donné, j'arrive à un niveau où je me dis non, mais je n'ai pas à ressembler à qui que ce soit. C'est déjà être spécial, c'est pas être différent, c'est peut-être une bonne chose. Pourquoi? C'est moi qui va me conformer aux règles, tout. Donc, moi, je m'impose, je fais ce que je veux, je suis libre, j'apporte ce que je veux. Et j'ai déjà voulu exprimer ça à travers mon accoutrement. Et déjà, quand tu me vois, il faut que tu te dises, ouais, lui, il est différent. Voilà, je suis fier de l'être. Et je voulais l'exprimer comme ça. Et j'ai commencé à porter réellement des choses que j'aime bien et que les gens ne font pas, tout simplement. Et j'aimerais que les gens apprennent de ça aussi, qu'ils se disent c'est déjà bien de se sentir dans sa peau et pas suivre le jugement des autres. Si les gens disent que ça doit forcément être comme ça, que ça doit être comme ça, non. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est ça, quoi. Parce qu'on est dans un monde où tu as l'impression que personne n'a son propre opinion. Tout le monde suit. C'est comme ça que ça se fait. Alors nous aussi, on le fait et tout. Non. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est normal que le monde même tourne comme ça? Non. Moi j'ai toujours trouvé que le monde même ne tourne pas comme ça devait tourner. Les gens ne font pas les choses comme ils doivent le faire. Les chefs d'État ne font pas comme ils doivent le faire. La population non plus, et voilà, c'est la débandade. Donc, pourquoi suivre tout le monde en brousse? Et voilà, donc déjà, tu essaies de montrer que tu es différent. Et c'est pas mauvais d'être différent. Être artiste aussi, c'est ça. Et c'est ça, les vêtements. Et j'aime bien. Est-ce que c'est tout ça qui a inspiré le titre de votre dernier album? Est-ce que c'est assumer qui on est, c'est d'embrasser cette différence-là et de se dire, voilà, je prends ma liberté et j'assume qui je suis? Justement, c'est ça. Est-ce que ça vous affecte souvent les critiques? Oui. Avant, ça m'affectait beaucoup. Mais aujourd'hui, ça m'affecte quand c'est fondé. Quand moi-même je réalise que il a raison. ça affecte. Mais pas vraiment beaucoup quand les gens racontent des choses pour raconter et tout. Parce que je me dis, mais tu vois, quelqu'un qui est aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout le monde a la parole.
tout le monde peut dire ce qu'il veut. C'est la débandade, c'est le désordre. C'est l'anarchie même totale, carrément. Donc, tu permets aux gens de dire ce qu'ils veulent. Hein. Vous pouvez dire, être artiste aussi, être une personne reconnue, c'est vrai, c'est être une étoile, mais c'est aussi reconnaître qu'on est une poubelle où chacun peut venir verser sa merde. Voilà. En tant qu'artiste, en tant que personne influente, vous êtes automatiquement un influenceur naturel, que vous le vouliez ou non. Est-ce que vous sentez cette responsabilité-là de donner un exemple à la jeunesse? Quel est votre regard sur la jeunesse burkinabé actuellement? Est-ce que vous vous sentez investi d'une mission à transmettre soit de la sagesse ou, je sais pas, des bonnes vibes, à accompagner cette jeunesse-là dans sa transformation, à peut-être être meilleur ou à construire un meilleur Burkina? On va pas se donner ce rôle-là de changer la vie des autres, de changer leur comportement. Mais c'est vrai qu'on peut être des exemples aussi, que les gens peuvent voir et puis faire bien les choses. Voilà pourquoi j'essaie toujours de faire bien les choses. J'essaie toujours d'apporter mon aide quand la société en a vraiment besoin. Pour être l'exemple. C'est pas parce qu'on a vraiment de l'argent ou une certaine richesse qu'on aide. Souvent, on pose une action pour donner exemple aux autres. C'est ce que vous devez faire. Et voilà, et les gens le font aussi. C'est le rôle de toutes les personnes qui ont une certaine popularité, d'avoir la bonne conduite pour donner l'exemple aux plus jeunes. Et c'est comme ça qu'on procède. Et quand tu es encore artiste, il faut que même dans tes chansons, tu te mets dans les combats collectifs de ta société avec des paroles, avec des mots, parce que la musique parle beaucoup aux gens. Et j'ai essayé de toujours faire ça. Voilà. Et actuellement, vous voyez que le pays est dans un combat national pour une vraie indépendance. Comme on le dit, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais vous savez de quoi je parle. On a besoin de vraie indépendance et les jeunes ont commencé à comprendre. Et nous aussi, on est là pour les rappeler qu'ils ont raison. Ils n'ont pas eu tort de se lever, de se battre pour leur liberté et de continuer. Entre l'enfance dans une famille nombreuse, entre les petits boulots, entre-temps, l'école, la perte de votre papa, les premiers pas dans la musique, quand vous faites la synthèse, c'est quoi un moment qui a été vraiment difficile pour vous, où vous vous êtes senti vraiment like down, complètement dans le trou, et comment vous avez fait pour vous en sortir, et quelle est la leçon que vous avez tirée? Le moment le plus difficile que j'ai vécu, c'est même pas le début, parce que là-bas, j'étais plein d'espoir. C'est vrai que j'ai mal vécu le décès de papa, j'étais désorienté. Mais il y a eu un autre moment aussi, un moment où j'ai eu un peu de succès, ma vie a un peu changé et que j'ai senti que j'étais en train de le perdre. De perdre tout ce bonheur que j'avais, l'acclamation des gens et tout. En temps, j'ai l'impression de tout perdre. Tu es là et tu vois que ton monde est en train de s'écouler. C'était des moments difficiles que je vivais. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez eu l'impression que le public ne vous aime plus ou quoi? Oui. J'avais un moment où j'avais cette impression-là. Peut-être que je me suis trompé, mais j'avais cette impression quand même parce que mes spectacles ne faisaient plus les mêmes effets, mes sorties ne faisaient plus les mêmes effets et autres. Et même côté argent, c'était plus comme avant, les choses ne rentraient pas comme qu'ils se devaient et tout. Et ça a coïncidé aux mêmes périodes où même côté amitié, mes relations étaient devenues bizarres avec les gens et tout. Et je m'étais renfermé encore plus. Je vivais carrément une dépression. Je vivais carrément une dépression. C'était les moments les plus difficiles de ma vie, je crois. Où rien ne me faisait encore plaisir. La musique, même pas.
les scènes, c'est un contrat, je suis obligé d'aller, j'y vais. Sinon, ça me faisait plus plaisir. Même ma copine me faisait pas plaisir. Enfin, j'étais là. Comme ça, quoi. Ah, c'était dur. C'était dur. Et ça, c'était juste avant que je lance le concert au Palais des Sports. Comment vous expliquez cette période-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est votre Je perception dirais à juste vous que parce que c'était vous une passez mauvaise par passe. cette dépression ou est-ce que c'était réel, l'impression que vous avez? Bon, vu que c'était réel, j'ai eu à faire mes statistiques aussi. C'était un peu réel le fait que, bon, tu voyais, tu n'as pas tout perdu, mais tu voyais, tu perdais un peu, un peu. Fallait remonter la pente et tu ne savais pas c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête et tout. Ah. Et, mais ça m'a appris que rien n'est acquis. La leçon que je tirais, c'est que rien n'est acquis. Il faut toujours, faut pas se dire, ouais, ça y est, je suis déjà là, tranquille. Non. Faut toujours te battre pour garder ce que tu as déjà. Si t'es vraiment rien n'est acquis, tout ce que tu as, il faut te battre pour le garder. Et c'est la leçon que j'ai pu avoir. Et Comment vous c'était avez réel. tenu? Si je m'étais pas ressaisi, c'était phare. Comment vous avez tenu pour pouvoir vous ressaisir, vous relever, préparer le concert qui était vraiment magnifique, grandiose et tout ça? Où est-ce que vous avez tiré la force de continuer quand vous aviez l'impression que apparemment tout était en train de s'effondrer? J'ai eu les bonnes personnes autour de moi, franchement. J'ai eu les bonnes personnes autour de moi. Il y avait Korosai qui me parlait beaucoup, Tidiane aussi, Tidi Wedrago, mon producteur, et ma copine à l'époque. J'ai eu les bonnes personnes autour de moi, franchement. Et ça m'a aidé à savoir que c'est pas fini, pas toi et tout. C'est quoi les projets d'avenir? Ah, c'est déjà la tournée des 5 États aux États-Unis. Et je suis au studio actuellement pour un album. J'ai pas de date, mais je risque de surprendre les gens. Est-ce qu'on peut avoir des indices? Des indices. Ouais. Ne serait-ce qu'un bon thème là qui arrive. Bon, Ou peut-être peut-être une petite déjà, date. Il n'y a pas une petite déjà, exclusivité pour moi. déjà c'est entre fin 2025 et début 2026 que Ah, l'album c'est va déjà sortir. là. Waouh. Ok. Ah Et ouais. je vais déjà commencer à donner les couleurs de l'album à partir de mon retour de la tournée. Je vais déjà donner les couleurs, les premiers extraits. C'est exciting, on attend. Ouais. On sait que ça Et sera j'ai envie toujours. de raconter une anecdote quand, dans nos débuts, quand on était là, il y avait un festival, on appelle Hip Hop Kolorongomé, qui se passait à Wentenga. Et les organisateurs, c'était des rappeurs aussi. Et on faisait les chants de système ensemble et tout. Et quand il y a eu le festival, on devait y aller, Shadow et moi, pour représenter le groupe P11. Et on a pris une moto. Et Moi, j'ai pris la moto. J'espérais que Shadow a l'argent de l'essence. Gars, lui aussi, il n'en avait pas. Donc, on a commencé à rouler. En temps, la moto s'est arrêtée. Il n'y avait oh plus my d'essence. God. Et on était un peu avancé. Je demande au gars, tu peux mettre l'essence, non? Il me dit non, lui, il n'en a pas. On a poussé la moto. Pour ceux qui connaissent, on était la moto s'est arrêtée à la cité M3. Et on a poussé la moto pour aller à Webtenga. What? On est arrivé avec la moto. Et puis, pour couronner le tout, on n'a pas pu passer. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. On est arrivé et on s'est approché, on a dit il y a trop de gens, mais attendez, on va vous programmer. On est resté.
Le temps qu'on découvre qu'on ne va pas passer, c'était déjà la fin, quoi. Et Vous vous rappelez, c'était quand qui on le poussait pour promoteur? arriver, quand on poussait pour aller, c'était pas grave. Le retour. Oh, comment vous avez fait au retour? Et c'est là que la rage est montée, que j'ai commencé à me dire, voilà, c'est là, Béra vient me donne les nerfs et tout ça, et comment à retenir dans ma tête. J'ai dit, Nick ok, Yann, c'est d'énerver. l'année, j'ai bien dit, l'année prochaine, c'est ce festival qui va m'appeler pour négocier, pour que je vienne. Et ça a été le cas. Waouh, c'est une très, très, très belle leçon. Et ce qui est intéressant dans ça est que c'est le même Amzi, c'est le même talent, c'est peut-être même les mêmes chansons. Yeah. Et on nous a pas donné la chance parce que, voilà, peut-être on a négligé à quelque part. Et rien qu'en une année, la différence que ça fait quand on décide de ne pas lâcher, de prouver en fait Yeah. ce qu'on vaut. J'allais demander un message pour la jeunesse, mais je pense pas qu'il y a un message plus que ça encore en fait. Donc c'est déjà bon. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Bah, il y a beaucoup de personnes, qu'ils soient musiciens ou pas, qu'ils aient des rêves, qu'ils aient des ambitions, qui pensent que parce qu'on a fermé une porte aujourd'hui ou parce qu'ils ne voient pas le bout du tunnel, il faut peut-être abandonner. On se dit qu'on n'est pas assez bien. Si on nous rejette ici ou là, c'est que peut-être il faut abandonner. Et je vois déjà deux anecdotes. À un moment donné, vous avez pensé que c'était peut-être le déclin et vous avez démontré le contraire au concert. Et avec cette dernière anecdote-là où voilà, vous faites tout pour aller vous produire et qu'on vous recale et qu'une année après, vous faites sensation. Moi, je tire les leçons, mais je veux entendre de votre bouche ce que vous retenez de ces expériences-là et ce que vous avez à passer comme conseil pour les mêmes personnes, pour des personnes qui passent par les mêmes situations. Ce que moi je retiens, c'est mon conseil en même temps. Il faut toujours croire en soi. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire que vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit. Et c'est pas la peine d'en douter. Parce que moi, je pense que si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le réaliser. Et c'est toujours ce que je sais de me démontrer à moi-même déjà. Et c'est ça que je vais vous démontrer en même temps. Et soyez amour. Franchement, ne laissez pas la rage prendre le dessus de quoi que ce soit. Parce qu'en temps, vous n'arriverez pas à profiter de vos petites victoires. C'est quelque chose que j'ai vécu. Et il faut que c'est l'amour de ce que vous voulez qui vous donne la force d'y arriver, que ce soit la rage ou la haine de ce que vous n'aimez pas qui vous fait vous battre. C'est très très différent. Et je pense que ça sera tout. C'est un excellent conseil et c'est une belle façon de conclure cet échange-là. 1 heure. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Moi non plus. C'est à quel point l'échange était très très riche, très très inspirant et franchement, on connaît Amzi l'artiste, ce n'est plus, on n'a plus besoin de réitérer, c'est redondant de dire à quel point vous représentez gros pour la musique et la culture burkinabé au Burkina comme à l'extérieur, mais entendre aussi voilà cette histoire derrière les choses par lesquelles vous êtes passé, cette rage de vaincre surtout à un jeune âge, c'est très inspirant et je sais que beaucoup de personnes en tireront les leçons parce que, comme je disais, à chaque fois que je discute avec des Burkinabés, c'est souvent l'humilité qui prend le dessus. Avec vous, on voit cette humilité-là dans votre façon d'être, dans votre façon de vous exprimer, d'approcher les autres. Mais cette confiance-là, de savoir où on va et de se dire qu'on lâche rien, j'ai ma place, je vais arracher ma place, coûte que coûte, vaille que vaille. Je pense que beaucoup de personnes ont besoin davantage
d'avoir autant de confiance en eux, autant de passion en fait à s'arracher leur place. Et en tout cas, merci infiniment. Et pour ceux qui sont aux États-Unis, la tournée de Hamzy, je pensais que c'était 2 États, mais c'est 5 États. C'est très généreux. Nous sommes chanceux de vous avoir autant. Le premier, ça sera le samedi 30 août à New York. Ne ratez pas. Si vous ratez vos tickets, à la dernière minute, on va vous dire que c'est sold out. Ce n'est pas un doute. Donc, on a besoin de cette énergie-là. On a besoin de reproduire ce qui s'est passé au stade. Là, on a besoin de reproduire ça à New York. Donc, on vous attend avec impatience aux États-Unis. Et je vous laisse un dernier mot pour ceux qui nous écoutent avant qu'on se dise au revoir. Alors déjà, merci à toi et merci à ceux qui vont prendre le temps d'écouter et d'apporter des bonnes énergies et de partager aussi. Et je vous attends le 30. Je vous attends le 30 à New York pour le 30 août à New York pour le concert. Sortez nombreux. Venez, on va partager de la bonne vibe comme on aime le dire. Et franchement, ça serait un plaisir de retrouver ces gens-là. Salle comble. Et on va parler de Burkina Faso. On va chanter le Burkina, nos villes. Et on va parler de nos terroirs, notre musique, à quelques milliers de kilomètres de chez nous. C'est quelque chose de grand. Alors venez. Merci, je pense que le message est bien passé. Moi, en tout cas, j'ai déjà mon ticket. Je serai là calée. Donc, on se retrouve à New York le samedi 30. Merci encore d'être passé. C'était un énorme plaisir. Merci. Chers tous, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel épisode de Parcours Atypique. Restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube.